Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nelson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêvent, trop peu passent encore à l'acte, encore moins réussissent. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif d'apprendre. Il y a 1000 choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutants ou chevronnés, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspirés et inspirants et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Allez, paf, bonjour à toutes et tous, c'est Patrick de Carvalho du podcast Je ne perds jamais. Je suis avec une femme, encore une fois n'est pas coutume, je reçois beaucoup de femmes entrepreneurs sur ce podcast et là je suis ravi. C'est un parcours qu'on n'a pas souvent, avec qui on n'a pas souvent discuté, qui est atypique. J'accueille Gaëlle. Salut Gaëlle, bonjour, ça va? Bonjour. Et yes, écoute, tu vas nous raconter, on va tout de suite plonger avec toi dans ton parcours atypique puisque bah voilà, tu as pas mal d'expériences différentes et notamment bah tu as évolué du mannequinat jusqu'à la scénarisation et la réalisation actuellement. Donc voilà, c'est un parcours lié finalement à l'image quand même. Et c'est assez intéressant de plonger là-dedans. C'est pas toujours des parcours qu'on connaît très bien. Donc, écoute, avec toi, on va passer dans les coulisses pour ça. Alors Gaël, bah écoute, tu vas pas y couper. Le premier exercice difficile, c'est bah présente-toi. Qui es-tu, voilà, et pas que fais-tu, parce que tu vois souvent, on demande aux gens qu'est-ce que tu fais, et en fonction de ce qu'ils font, bah on est plus ou moins affable, tu vois. Et là, bah c'est voilà, qui es-tu plutôt? Ok, alors qui je suis? Eh bien, disons que je suis une femme qui aborde la quarantaine, qui essaie de se réinventer un petit peu, d'être plus alignée avec ses envies, ses passions. Donc, effectivement, j'ai commencé par le mannequinat il y a 20 plus, 23 ans, et c'était pas du tout ce que j'avais imaginé, l'image de l'amour, etc. C'est très contraignant. Et plus à l'époque, aujourd'hui encore, on parle de l'image de la femme, du rapport au corps, etc. Et à l'époque, on était très, très objectisés, mais j'ai quand même fait ça pendant 10 ans. Ensuite, j'ai évolué dans le monde de la nuit. Je ne sais pas comment je suis tombée là-dedans, mais je suis tombée là-dedans et j'ai travaillé pareil pendant une dizaine d'années dans la restauration de nuit, tout ce qui est Coste, ces établissements-là, un peu glamour parisiens. Et ensuite, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que j'aime? Et j'ai toujours adoré écrire. Et j'ai commencé à apprendre l'écriture de scénarii. Et la réalisation, ça m'est tombé un peu comme ça. On va dire que c'est l'univers, je sais pas qui, qui a dit ça, mais c'est vrai que j'ai été confrontée à ça sur l'expérience de notre dernier film avec Boudère, où le réalisateur est parti au bout de 4 jours et il fallait quelqu'un qui réalise. Et j'ai réalisé, ouais. Et sans préparation, tout ça, C'est c'est un film, on va y revenir parce que on va parler de tes débuts, mais on va revenir là-dessus. C'est très intéressant. C'est un film de cinéma, ah oui, court métrage. C'est comment? non, non, c'est un film qui est sorti au cinéma, qu'on a écrit avec Boudère et co-réalisé avec Boudère et Jean Rachid, le producteur. Et il est sorti au cinéma en février 2023 et maintenant il est sur les plateformes. Yes. Ok, bon, on va parler de ça parce que c'est ce qui t'occupe maintenant. Mais repartons d'abord un peu sur ton parcours d'antan. Bah alors raconte tout pour le coup. Ces histoires de mannequinat, c'est assez jeune. Tu faisais, en fait, comment ça se passe? Tu faisais des études et puis tu vas être. J'étais au lycée et puis ça me plaisait, le mannequinat. J'avais envie de faire des photos et tout ça. Et je me suis lancée là-dedans. Ça a pris. J'ai fait ça donc oui pendant
pendant 10 ans à voyager un petit peu partout, faire des catalogues. Alors, j'ai jamais, alors, j'ai fait, oui, quelques campagnes un peu connues, mais tu sais, j'ai jamais été top modèle. On le saurait. C'était mon époque. On a 10 ans d'écart. Hein. Toi, ça se voit par ton âge. Hein. Je voulais te dire. Je sais pas si c'est le mannequinat qui fait ça, mais bon, quand même, ça se voit pas du tout. Mais c'est vrai que mon époque à moi, c'était 10 ans avant la tienne, c'était vraiment l'âge d'or du mannequinat. Il y a les top modèles, c'était vraiment les mannequins emblématiques, quoi. C'est ça qui m'a, quand j'étais jeune, que je voyais toutes ces top modèles, Cindy Crawford, Ouais, c'est cette époque-là. voilà, c'était toute cette équipe, et, et c'est ça qui me donnait envie. Il y avait ce côté très glamour qui, qui n'y est pas du tout quand je voyageais. On se retrouvait dans des appartements de mannequins, on vivait les uns avec les autres, arrivaient les En draps, ils étaient coloc. c'était affreux. Puis on avait tous des nationalités différentes, des façons de vivre différentes. Parfois, les hommes et les femmes étaient mélangés, vraiment des pires conditions. Et quand on se plaignait auprès Ouais. des agences de l'époque, enfin moi en tout cas, on me disait ah là là, de toute façon, faut qu'on arrête de travailler avec des Françaises, ce sont des chieuses, les Russes, elles ne font pas ça. Et donc tu rentres dans un mutisme où même si tu vis des choses qui sont anormales, tu penses que tu dois les accepter. Et Oui. Ouais, puis Gaël, ce qui se passe, c'est que bah tu es jeune et tu te dis bah derrière je vais pas avoir de taf quoi. C'est-à-dire, on va pas me faire on va pas du podium ou des campagnes ou quoi. Donc à un moment donné, bah qu'est-ce qu'on fait quoi? la pression, Mm. c'est la pression. Et mais vraiment, avec ces expériences-là, ça m'a éduquée à une période de ma vie à accepter d'être un objet. Parce que quand il n'y a pas les budgets, tu poses en maillot à Dieppe, là, il fait l'hiver parce que Ouais. ça doit sortir l'été, donc il fait 10 degrés et tu dois être en maillot et tu dois pas avoir l'air d'avoir froid et t'es bleu Au et t'es secours, retouché. au secours. Parfois, on n'avait pas de cabine pour se changer. Ouais, d'accord. Le rapport au corps, et quand tu demandes, enfin moi je sais quand je demandais mais où je me change, je me disais ah non tu vas pas commencer en fait, hein. Là, là. Et Ah, non et ouais. puis Ouais, j'étais bah t'es. tellement jeune. Aujourd'hui tu me fais ça, voilà, j'aurais totalement différemment. Mais quand tu as 17 ans, Ah, tu on se dit m'étonnes. ah, d'accord, ok, être professionnel, c'est accepter que son corps, Ah. ben il t'appartienne plus le temps d'un shooting. Ouais, puis toi, vraiment, quand tu fais ça, on n'est pas du tout dans cette époque maintenant du MeToo qui est passé par là, etc. Il y a eu quelques scandales aussi d'ailleurs d'agences, de mannequinat, etc. Mais c'est vrai que c'est associé à ce mot, comme tu disais d'ailleurs, le monde de la nuit, effectivement, un rapport au corps qui est très particulier. Hein. Cette époque-là, c'était vraiment pour le coup l'objet par excellence. Le corps de la femme, notamment, il est totalement, effectivement, sous un. Ouais, t'es dépossédé. Et plus tu acceptes ça, et plus tu es considéré comme Bah oui. professionnel en fait. Ouais. Et on va te dire, bah voilà, avec elle, il n'y a pas de souci. Ou je me souviens même dans les agences qu'on te prend les mensurations, que tu grossis. Il faut voir encore ce que ça voulait dire grossir, hein. Je suis descendue j'ai fait 47 kilos alors que je fais 1,71 m, 72, et des poids parce qu'on me disait, t'es trop, non, non, faut que tu perdes des hanches, faut que tu perdes des hanches. Et sauf qu'en Ah fait, ouais. en morphologie, enfin voilà, je suis un peu méditerranéenne et je faisais 89 de tours de hanches à l'époque, tu vois, donc c'était non plus, mais comme j'étais petite, il fallait que je perde encore. Et tu sais que quand tu arrives, alors il y a souvent les agences s'échangent leurs mannequins parce que par exemple moi à Paris, ben je peux travailler un peu, mais je vais beaucoup plus travailler à Milan, à D'accord. Londres, D'accord. parce qu'il y a un côté un peu exotique de se dire ah on a une Française, tandis que quand tu viens du coin de la rue à Paris, bon, on te regarde pas de la même façon. Donc souvent on s'échangeait comme ça. Ouais, il y a des transferts. C'est comme le mercato au football, quoi. Il y a les transferts de mannequins et allez hop, tu vas sur. C'est un peu ça. Et si tu n'es pas conforme à la description, si j'arrivais et que mes mensurations n'étaient pas bonnes, ou tu prends l'avion et tu gonfles un peu, tu es stressé parce qu'à l'aéroport, on te mesure voilà, si tu corresponds pas à tes mensurations. Ok. Alors, Donc, oui, j'ai fantasmé un truc qui n'existe pas en ouais, fait, hein. ouais. Et
comment s'est fait l'accompagnement avec tes parents, par exemple? Parce que là, tu faisais des études, tu as continué les études, tu as arrêté les études. Comment ça s'est passé avec tes parents, ce passage au mannequinat, tout concrètement? Ils l'ont accepté parce qu'ils voyaient que, enfin voilà, que ça me faisait envie. Ils m'ont laissé vivre ça pleinement. Maintenant, c'est vrai que j'ai arrêté les études. Je voulais faire les deux en même temps. D'accord. J'étais en terminale et en fait, c'est pas que je n'arrivais pas à faire les deux, c'est que les profs, parfois je partais pendant une semaine et c'était assimilé un peu à de l'amusement. On ne voyait pas qu'il y avait vraiment un travail et que moi je suis partie tôt de la maison à 16 ans et demi, D'accord. donc il fallait que je Ouais. gagne ma vie. Et quand je faisais une pub Coca-Cola, que je revenais, que j'étais bronzée et que je revenais au cours, les profs et même ça, Ouais, les on, préjugés, quoi. Les préjugés, ouais, ouais. voilà, on m'a demandé plus ou moins un peu de choisir. Ouais. T'as été, comment ça s'est passé le repérage, ton repérage, c'est toi qui a candidaté? Tu t'es fait repérer par quelqu'un? Comment ça s'est passé? Puis il y avait à l'époque à Marseille une école un peu de mannequinat D'accord, et j'avais postulé et puis j'ai commencé à faire des photos et ensuite j'étais dans des agences d'accord, et à Marseille j'ai commencé parce que je suis originaire de là-bas et à Marseille j'ai commencé à travailler pas mal dans ce réseau, à être un petit peu connue du réseau du mannequinat à Marseille et puis d'accord. après j'ai Ouais. tenté à Paris. On vous forme dans les agences à poser, à marcher, parce que bon, Conseil, maintenant, il n'y a pas vraiment de formation. On t'apprend sur le terrain. Et puis, de toute façon, quand tu vois les photographes te guident, et puis après, tu comprends que si tu te mets face, eh ben, c'est pas avantageux. Donc, les profils, les axes, même comment positionner les mains. Si tu mets une main comme ça, c'est pas joli. Si tu vas la mettre comme ça, c'est plus, plein de d'accord. choses Ouais, comme ça. Ou même les photographes vont nous corriger. Et puis, de nous-mêmes, après qu'on voit les photos, on comprend. Et d'accord. Ouais. Il y a ce fameux guidage par le photographe. Et c'est pas que dans les films, quoi. Il y a le photographe, il est vraiment là pour te guider, pour obtenir du mannequin ce qu'il cherche à faire, quoi. c'est comme un peu la réalisation dans le cinéma, tu guidé sur les intentions, sur comment jouer, les regards, quelle émotion exprimer, et puis tout en pensant à bien se positionner pour mettre en valeur les produits. Mhm. Yes. Bon, en tout cas, c'est peut-être quand même pendant ces 10 ans que tu as ta petite graine de la réalisation et tout ça, qui était un peu enfouie peut-être parce que est-ce que tu tenais un journal? Est-ce que tu écrivais quelque chose? Tu faisais déjà un peu d'écriture ou J'ai toujours écrit, mais c'était un petit peu, tu sais, pour mes états d'âme, c'était pas vraiment. c'est un côté girly? J'ai fait mon petit. Ouais. Ouais, mais mine de rien, tu vois, t'as quand même été confronté très jeune à cet univers de la pose, du shoot photo, studio, etc. Donc derrière, quand même, c'était des atouts pour quand tu t'es mis ensuite à la réal et à la Je scénarisation. n'ai pas poussé, mais Tu vois, parce que mine de rien, tu sais, en plus quand t'es enfin jeune enfant et tout ça, t'es quand même en mode choupa choups quoi. Tu observes, t'es là, tu vois, tu t'es pas en train de d'écarquiller les yeux, de regarder, de te dire j'apprends. Mais mine de rien, en mais ça. ayant pratiqué ça pendant tu sais, pendant 10 ans, bah je peux te dire que t'as capté énormément d'atouts et même maintenant, on peut en parler puisque maintenant que t'es à la réal ou à la scénarisation, que t'es sur un projet où tu vas partir, tu vas nous raconter ça tu vas partir filmer, etc. Eh ben là, mine de rien, toi, pour toi, ça doit être naturel, mais je peux te dire que moi qui suis mis derrière la caméra à faire du shoot et tout ça, bon, c'est pas si simple que ça du tout. Non, c'est pas si naturel, hein. Je fais un effort parce que quand c'est pour un film, que tu es conditionné, tu prépares pendant des mois, ce qui n'est pas arrivé avec le grand cirque, et que j'ai pas eu de préparation parce que c'est tombé comme ça. Et avec Boudère, on s'est regardé et il m'a dit, voilà. Et on n'a pas le choix, là, il faut que ce soit toi qui réalise. Mais j'avais 14 versions du scénario. Donc, au final, ça n'a pas été si compliqué. Mais sinon, en tout cas, là, ce que je suis en train de faire, comment je suis en train de documenter ma préparation, etc., c'est pas si naturel parce que je le fais avec mon téléphone, parce que je suis en mode autonome, en tout cas pour le début. Et c'est pas si naturel pour moi de prendre, en tout cas, de me mettre en scène moi. Ouais, c'est ça. Autant les autres, c'est pas compliqué, mais moi, de me raconter.
Tu vois, autant je l'ai fait devant des projecteurs quand j'étais mannequin, mais tu parles pas. Ouais, Donc, même ouais. toi, tu te considères comme un objet. Là, tu racontes quelque chose, tu as quelque chose à défendre Ah, et prendre la parole, c'est pas si yes. évident. Bah après, ce qu'on dit, hein, c'est que tout ça, finalement, ça reste du muscle que tu entraînes. Plus t'en fais et plus ça va, plus ça va aller mieux. Mais voilà. Et puis après, bon, tu vas être sur quelque chose où tu vas avoir ta patte qui va s'exprimer et qui Ouais, complètement. va apporter ton originalité, parce que aujourd'hui, on est quand même dans une production de contenu qui est massive avec les IA qui viennent mettre leur grain de sel, et donc désormais t'as de la production là, j'en peux plus là, je suis en indigestion depuis 3 jours avec tout le monde qui sort les images là en mode Miyazaki Studio Ghibli là, franchement j'en peux plus quoi. C'est bon quoi, c'est au-delà du pillage d'ailleurs de l'œuvre, tu vois, je veux dire, de l'auteur, de la créativité de l'auteur. T'as des centaines de millions de gens qui se sont mis à générer les images à la Ghibli. Bon, ça va 2 secondes, quoi. En plus, toi, t'as eu ce parcours, cette expérience dans ce monde de l'image, et comme tu dis, de l'utilisation de l'image, de ton image. Donc, mine de rien, c'était au départ, c'était tes parents qui ont géré les aspects contrats, le droit à l'image, ce genre de choses? Je les ai quand même laissés en dehors de ça parce que mes parents ne s'y connaissent pas spécialement et voilà, j'ai fait ça un peu de façon autonome. Ce sont les agences en général qui gèrent Ils plus gèrent ça? Ouais. ça. Et puis voilà, tu donnes tes accords. Et puis avec le temps, tu apprends à mieux gérer ça. Quand tu fais comme ça, ça m'intéresse, je suis curieux. Quand tu fais une campagne pour une marque ou etc., le droit à l'image que tu donnes, il est pour la campagne, ou c'est genre à vie, ils ont le droit d'utiliser, d'exploiter sur les. Alors, ça peut arriver qu'il y en a qui tentent de te demander ça à vie, mais en général, c'est pas accepté. C'est sur une période D'accord, de 5, 10, 20 ans. Tu cèdes des droits et plus c'est long, plus les droits sont élevés. bien sûr. Et en plus sur du ce qu'on appelle du multi-support maintenant, parce que ce qui se passe, c'est qu'avant, on était en mode genre affiche, presse, voilà, etc. Mais mine de rien, il y a autant de supports que cinéma, web, multimédia, etc., etc. Hein. C'est-à-dire que désormais, Mais c'est vrai que ça va être plus les agents qui vont regarder, qui vont t'expliquer, qui négocient pour toi. Yes. Comment tu vas, comment ça va se passer ton passage vers le monde de la nuit là? C'est que en fait, toi, t'en as marre de faire le mannequin? C'est parce que t'es trop âgé? Qu'est-ce qui se passe en fait? J'en ai marre, ça ne me plaît plus du tout. Vraiment, c'est une angoisse, les castings, parce que aussi, il y a les castings où tu peux attendre des heures Ah, avec ton book comme ça. ouais, Il y a plein de filles qui te regardent, la sororité, il y en a pas du tout. On est toutes amies. Et puis, tu sais, ça te crée aussi plein de complexes. Tu vois arriver des filles, tu te dis, ouais, mais ouais. qu'est-ce que je fous Tu là, dis moi? waouh, la nana, elle est genre elle est 10 fois mieux Oh, que moi quoi. conseil, bon, ça va, j'avais un peu confiance en moi, j'arrive à Paris, je vois arriver que des avions. Voilà, donc traumatisée un peu, et puis parfois ça arrivait, j'arrive, t'as ton book, tu vas le donner au client, et je te jure que c'est affreux, le client te regarde, il dit, non mais ça va, merci, faut y aller. Et t'as attendu 3 heures. C'est vraiment, alors ça arrive pas tout le temps, mais ça arrive quand même assez souvent, ou alors voilà avec des daims on booking ton truc et tu veux y aller. Et vraiment j'avais une overdose de ça. Ouais, ouais. Et puis j'avais tellement comment dire travaillé pendant mon adolescence, 18, 19, 20 ans. Une fois que je suis partie en Grèce, une agence m'envoie là-bas et pour la première fois de ma vie, je sors et je vais en boîte de nuit. Ouais, je crois 19 ans. Je ne connaissais pas ça. Je me dis, ouah, c'est extraordinaire. Je reviens à Paris alors que je vivais là-bas, mais je ne connaissais pas du tout. Et je commence un peu à sortir et je sors avec plein de copines mannequins. Et là, bah, forcément, on se fait plus ou moins repérer. Au début, on se fait un petit peu inviter parce que voilà, c'est comme ça que ça fonctionne la nuit. Tout est encore image et tout ça. Et après, on demande de travailler, de venir avec des filles, faire un peu de promotion, d'organiser des soirées. Ça a commencé comme ça. Je l'ai fait pas longtemps parce que j'aimais pas ça, en fait. Euh, Pareil, encore,
femme un peu objet et tout ça. Mais à l'époque, je le voyais pas comme ça. Et juste que je devais essayer tout le temps de ramener des filles, des copines. Quand je me faisais des amis, c'était un petit peu en me disant, ah bah, je vais pouvoir la ramener à la soirée. Donc, j'aimais pas l'état Ouais, d'esprit. ça a vrillé ton relationnel aussi, qui était. Et ça, c'était juste un peu intéressé et je j'étais pas à l'aise. Et puis parfois, tu as la pression, tu te dis, ok, ok, on va être temps. Et puis les gens ne viennent pas et toi derrière. Donc Ouais, c'est particulier, hein. Mais oui, voilà. c'est ce monde de la nuit, comme tu dis, avec bah oui, avec cette esthétique qui passe par les jolies filles en boîte et tout ça. Et puis il y a tout un système de placement, voilà, il y a des gros clients, donc il faut qu'il y ait des filles qui soient pas loin parce qu'il va leur offrir à boire et tout ça. Et donc, tu te retrouves dans un truc où toi, tu voulais juste venir, t'amuser un peu avec des amis, et puis, en fait, voilà. Et ensuite, j'ai dérivé dans une autre branche, c'est la restauration de nuit, et là, je n'ai plus fait le métier parce que c'était épuisant, mais j'aimais ça. Et toi, pour le coup, c'est difficile, j'imagine, d'avoir, comment dire, un regard extérieur sur tout ça. Mais pour le coup, tu as été confronté à des choses difficiles en matière de relations, de peut-être je sais pas, de forcing, de brutalité, de ce patriarcat pourri où il y a voilà, parce que dans ce monde de la nuit, le dérapage, en une demi-seconde. Ah oui, mais en fait, ce qui a fait aussi que j'ai arrêté, c'est que un jour, je viens avec des filles, et puis il y avait beaucoup de jeunes. Enfin, quand j'ai commencé à découvrir ça, moi, par exemple, ce qu'on appelle RP, donc relations publiques en Grèce, on avait des RP qui nous sortaient dans des endroits, qui nous chaperonaient parce qu'on ne connaissait pas la ville, et donc on allait en boîte, en restaurant, etc. Tout nous était offert, c'était les deals avec les établissements à Paris. Moi, c'est un peu ce que j'essayais de faire avec les filles. Donc, mais en fait, il y a une grosse responsabilité aussi derrière. Il y avait des filles qui étaient assez jeunes, un petit peu plus jeunes que moi. On sortait en boîte et puis d'un seul coup, alors parfois, c'était elles qui consentaient à ça. Elles allaient sur les tables où il y avait des hommes qui avaient de l'argent, etc. Et elles, ça leur plaisait, elles avaient envie. Mais c'est arrivé aussi que des types, moi je me souviens, c'était un gars qui avait dit à une fille, elle m'a dit je vais rentrer. Et elle a accepté que le chauffeur de ce type la raccompagne. Sauf qu'en fait, il n'a pas du tout raccompagné chez elle. Et il a le chauffeur l'a ramené chez lui. C'était un mec qui avait énormément d'argent. Et elle m'appelle, c'était mutuelle, en panique, en train de me dire, je sais pas où je suis. Et en fait, j'ai pas tu te sens, mais tu es Ouais, responsable. Tu es ouais, responsable. ouais. C'est de et donc j'ai appelé le type tout de suite, et je lui ai dit: «Je n'ai pas compris en fait, elle est peut-être étrangère et cetera, mais moi je ne sais plus de problème». Et puis là, elle est rentrée, chez elle après. Ouais, ouais. Mais tu vois, elle avait bu, c'est Ah ouais, clairement. donc Et puis après comme tu dis, bah c'est un univers où il y a brassage d'argent, beaucoup d'argent, des gens qui ont l'habitude de qu'on on obéisse entre guillemets. Quoi. Voilà, les mecs ils ont du personnel, ils ont du bidule, ils ont de l'argent, donc il y a tout ce qui va avec quoi. C'est non, elle n'est pas, considérée en fait, bien sûr. Ouais. voilà, c'est donc je m'en suis un peu éloignée après. Je pense que bon, je pense qu'après, justement, tu vois, toi, tu t'es aussi construit finalement ta propre image. Tu vois, finalement, la reconnaissance que tu as de ton propre corps, de ta propre image, je pense que ça n'a pas été évident parce qu'en fait, toi, tu t'es mis là-dedans, et tu as dit bon bah il faut faire comme ça parce que concurrence, parce que bidule, etc. Et donc en fait, tu t'es assez peu considéré, tu vois, je pense. C'est puis même, tu vois, bah, ça te crée énormément de complexes, donc oui, c'est sûr que, bah, maintenant je T'as pose pris, un ouais. regard, je dézoome sur la situation, je comprends plein de choses, mais à l'époque, j'étais en plein dedans et je nourrissais un système que je ne validais pas, mais j'en avais vraiment pas conscience, quoi. C'est happé par ce monde-là et tu cherches la validation, tu cherches, le rapport au corps et puis même après, enfin tout ça, ça s'est transformé. Il y a même quand j'ai travaillé après dans les établissements comme les Costes, la restauration branchée parisienne, pareil, à l'accueil, on est plus ou moins des objets.
ça se transforme, mais pas tant que ça. Mmh mh. Et, on a un dress code, les talons, restauration, mais cheveux lâchés, ok. Tu vois, c'est vraiment. Bon, et tu des très beaux cheveux en même temps, hein, mais c'est pas comme moi, tu vois, j'ai pas ce problème, moi. Et tu vois, c'est, moi, je m'étais imaginé, bah voilà, un cheveu tiré, on n'en a pas du tout. Cheveux lâchés, jupe, talons de 12 minimum. Ah, d'accord, bon, ouais, On est d'accord que ça fait mal, hein, les talons, hein, d'être avec les pieds comme ça, là. on s'habitue. Après, tu sais que j'avais mal quand je mettais des baskets C'est ensuite, vrai? tellement le pied Waouh! devenu- Ouais. Ah, c'est chaud. Non, moi, Ouais. tout ça me fait penser à quelque chose, Gaël, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu arrives dans un environnement que tu connaissais pas avant, tu as une capacité de regard qui est bien meilleure. Toi, ce qui s'est passé, c'est un peu, tu sais, il y a cette espèce de légende où tu fais cuire la grenouille dans la casserole. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme tu fais chauffer et monter la température de la casserole, elle se rend compte de rien. Quand tu la jettes dans l'eau bouillante, ah bah là, elle va tailler la route tout de suite. Bah toi, c'est un peu ça. Le problème, c'est que tu débarques là-dedans, t'es toute jeune, et puis tu grandis avec ça, en fait. Tu grandis. Mais aussi, le monde évolue, donc ça nous permet d'avoir. Il y a, tu sais, ça fait pas si longtemps que ça où je me suis rendu compte de plein de choses qui étaient anormales, parce que la parole se libère, etc. Mais on est tellement conditionné, en tout cas, moi, dans cet univers-là, comme tu le dis, avec cette petite grenouille qui finit par cuire, Enfin, hein. t'es plus jolie qu'une grenouille, hein, mais quand même. Et tu vois, effectivement, ça fait pas si longtemps où je me suis dit, et waouh, en fait, c'était totalement anormal. Non, puis je pense à autre chose. Tu peux, si t'as envie, hein, tu peux nous raconter. Mais tu vois, ta construction de femme. Tu vois ce que je veux dire? Le fait que de femme à enfant, enfin d'enfant à femme, tes relations amoureuses, ça se fait dans un cadre qui est très particulier, quoi. Tu vois, je me rends pas compte. Je suis pas mannequin évidemment, mais tu vois, j'imagine que tu te fais évidemment beaucoup draguer, beaucoup séduire, et que tu te demandes, ouais, ok, bon, en fait, c'est mon physique, c'est quoi? Enfin. Donc ta construction de ta propre existence et en tant que femme, bah c'est pas évident, quoi. Non, c'est sûr que dans les relations, bah, ça biaise un peu les choses. Déjà parce que quand j'étais sur une petite scène parisienne, c'est-à-dire à l'accueil comme ça, à diriger enfin, la première personne que tu vois, donc tu représentes l'image de l'établissement, donc tu as de la pression par rapport à ça. Il faut toujours que tu sois nickel. Et en fait, après, tu te dis, mais quand tu n'oses pas te montrer, tu as l'impression que tu dois être toujours à un standard pour au top. Et c'est un peu aussi avec ce que j'ai envie d'exprimer, avec là, ce que je suis en train d'expérimenter. J'ai écrit une série documentaire qui s'appelle Mission Version Idéale. Et c'est une femme de 40 ans qui essaie de devenir une meilleure version d'elle-même. Et l'idée, c'est de montrer le chemin et comment aussi on peut se perdre là-dedans. Donc, meilleure version, bah, que ce soit physiquement, le sport, la médecine esthétique aussi, et ces choses-là. Et puis aussi une quête spirituelle. L'idée aussi, c'est d'aller vers le chemin de l'acceptation, mais de montrer aussi à quel point parfois c'est une sorte de désamour de soi, de ne pas accepter ce que l'on est et toutes les phases par lesquelles on va passer. Évidemment, faire du sport, c'est toujours bien et c'est bon pour le Mm, mm, mental. mm. Mais quand tu rentres dans des excès, et que, ou même des excès de médecine, esthétique, etc. Après, tu vois, moi, je ne veux pas mentir, j'ai fait du botox, j'ai essayé, je me sens bien quand j'en ai. Mais l'idée aussi, c'est de s'aimer autant quand tu n'en as pas. C'est quoi le Botox? Le Botox, c'est des petites injections, c'est ça? Des petites injections que Oui, tu c'est fais? ça, ça te fige D'accord. certaines rides. Mais, et, et en fait, j'ai aussi envie de montrer que, euh, parce que j'adore tout ce qui est développement personnel, ça m'a beaucoup aidé à un moment dans ma vie, et qu'on peut être dans cette quête spirituelle, et, enfin, et c'est pas forcément paradoxal, et aussi chercher à être bien physiquement. Voilà, la beauté intérieure et extérieure, ce sont pas forcément deux opposés. Et je pense que c'est trouver le juste équilibre, son équilibre en tout cas, qui permet d'être bien dans sa peau en alliant les deux. Comment va se passer ton
en parallèle de ta vie professionnelle, notamment au mannequinat, monde de la nuit, restauration, etc., les années passent quand même, tu grandis. Comment se passe justement ta vie perso, ta vie amoureuse peut-être, les rencontres que tu fais, comment tu vas vivre ça en parallèle? Oui, alors assez compliqué parce que c'est vrai que ben, on rencontre beaucoup de monde et je suis devenue assez méfiante parce que Ouais, finalement, peu, peu d'hommes sincères, on va dire. Mais alors, c'est moi, mais tout comme certaines amies, hein, quand tu travailles dans ce milieu-là, il y a toujours cette notion de tu peux être convoité parce que tu es en vitrine, tu présentes la meilleure version de toi en t'habillant, en t'apprêtant, etc. bien sûr. Il y a ce côté un peu où les hommes se lancent un peu comment dire, mais tu deviens un peu une proie, on va Oui, dire. c'est ça. J'allais dire d'objets que tu étais avant dans le mannequinat et tout ça, tu deviens un trophée à mettre sur la cheminée, quoi. Il y a ce côté, en gros, on veut te séduire parce que bah t'es mannequin, quoi. D'ailleurs, rien que quand tu dis je suis mannequin, tout de suite les gens, oh, c'est mannequin. C'est ça, on voit pas forcément la femme derrière. Et en fait, c'est même pas qu'on la voit pas, c'est que certains hommes ne s'y intéressent pas. Et moi, ce que je m'étais rendu compte, c'était que pour avoir des hommes, d'être sûr qu'ils étaient sincères, eh ben, j'allais un peu me rendre inaccessible. Et s'ils insistaient, c'est qu'ils étaient sincères. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Un homme qui va être sincère, qui se prend un refus, eh ben, il est touché et il va l'accepter, il va C'est tourner les ça. pages. Et un homme qui va être dans le challenge, qui n'a pas l'habitude qu'on lui refuse quelque chose, eh ben, il va te faire un conte de fées. Et c'est là où il faut se Parce qu'il méfier. il veut vraiment te mettre le filet dessus, quoi. Il veut vraiment t'es une proie, comme tu dis, t'es une proie, quoi. Et j'ai été beaucoup avec ce type d'homme. Et c'est là où ça a été. Mais je suis aussi responsable de ça. C'est quelque chose c'est là où tu comprends ta part de responsabilité, où tu peux ne plus le répéter. Avant ça, je me disais, ah, là, vraiment, j'ai pas de chance. Alors que bon, je faisais les mauvais castings, tu vois. Je faisais une mauvaise sélection. Ouais, mais encore une fois, c'est ce que tu nous racontes là et qu'on constate aussi, c'est que franchement, moi, j'essaye de me projeter et je me rends compte de la difficulté que c'est, encore une fois, de grandir et d'évoluer dans ce milieu-là. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas une jeune femme qui est, je sais pas, qui a fait une vie entre guillemets tout autre où tu n'as pas ce rapport à l'esthétique, tu vois, à l'envie, comme tu dis, à cette possession. Et c'est pas pareil du tout, tu vois. Une jeune femme qui grandit normalement, qui fait des études, je sais pas quoi, nanana, elle a pas du tout le même rapport aux autres, le même rapport aux hommes. C'est très différent de grandir comme ça, quoi. Bah, tu sais, mais aussi, je pense que c'est quand même une autre génération. Enfin, moi, je voyais quand je continuais à travailler dans la restauration, parce que j'ai arrêté il y a pas si longtemps que ça. Quand je faisais passer des auditions, mais en même temps, c'était un peu aussi des castings parce qu'on avait des critères pour certaines femmes. Et ça, tu vois, je suis en train d'écrire une série là-dessus, fiction, mais pas tant que ça, qui est quand même très empreinte de la réalité, où je parle de ce monde de la nuit, des codes, et même s'il y a des choses qui sont révélées, etc., on ne soupçonne pas un seul instant de comment ça fonctionne. Et tout ça, j'ai envie d'en parler parce que c'est un univers qui est assez fascinant, en tout cas en termes de réalisation. Et quand je l'ai présenté à des producteurs, souvent ils me disaient, ah, alors ouais, alors ça c'est la fiction, ah ben ça c'est réellement arrivé. Ah bon, et c'est ça qui était génial, je me suis dit, ah ouais, La frontière là, elle est toute floue là. Il y a plus de. parce que voilà, il y avait de tout dans ce milieu-là. Et donc, oui, quand je recevais les pieds, je voyais la nouvelle génération arriver en me disant, mais attendez, comment ça? Je travaille de telle heure à telle heure et je suis pas nourrie. Et vous allez pas je suis dans un restaurant et je vais pas manger. Mais moi, jamais. Et c'est ça que tu te dis, putain, mais c'est triste. Et elle a tellement raison. Et j'ai dit, bah oui, non, non, c'est vrai que on n'est pas nourri, faut que tu prennes ta pause et que tu ailles. Elle me dit, mais alors attendez, et comment ça se. Et des choses où parfois elle faisait ses heures, j'ai dit, non, mais attends, c'est la restauration, tu dois rester, il y a encore des gens, mais non, mais moi j'ai terminé, je suis désolée, je m'en vais. C'est la Gen Z, non? C'est la Gen Z, tout ça, quête de sens, tout ça. C'est pas le boulot, ma vie. Oh là là. Ah ouais.
j'ai fait ça. Moi, je me suis pliée, j'ai été esclave toi aussi. Non, mais bon, non. Et après, non, mais cette nouvelle, tu te dis, mais elle a raison et j'aurais dû réagir comme ça. Pourquoi moi, j'ai pas réagi comme ça? Et comme tu dis, bah, t'es conditionné. Ouais, c'est ça, hein. Mais tu sais, ce que toi, tu as accepté ou que tu as fait, effectivement, avec cette concurrence avec les autres filles et tout ça, je vais te dire un truc, moi, je me reconnais pas du tout comme toi avec les jeunes générations maintenant. Mais moi, quand j'ai fait des stages, quand j'ai commencé à travailler, mais je bossais mais comme un chien, quoi. Mais comme un chien, même quand j'étais en stage, je te dis même pas, quoi. Aujourd'hui, les stagiaires, attends, c'est hop, ça s'en va à l'heure pile, hein, 0-0, hein, bah. Au début, ça, j'avoue que ça m'agaçait, je comprenais pas. Puis en fait, après, je me suis dit, raison, ils ont raison. Il y a la place, ils respectent leurs propres limites. Après, voilà, faut pas que ce soit non plus dans le refus de la contrainte systématiquement, mais à un moment donné, ils posent des limites et ils se respectent et ils ont totalement raison. Oui, mais peut-être aussi Gaël, parce que ils s'épanouissent, enfin, par rapport à nous, ce que nous on a vécu. Toi, je pense que tu as tout donné, tu vois, dans ton job, et moi pareil. Et je pense que maintenant, il y a vraiment cette notion d'équilibre, tu vois, la séparation entre le perso, le pro, etc. Ouais, je veux bosser, mais je veux du sens. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce côté pas se cramer, pas. Je pense que ça a beaucoup changé, ça. Tu as raison de le souligner. Je trouve ça bien. Ouais, c'est bien, ouais, tout à Il y a fait. du sens sur ce qu'on fait. Que moi, la réalité à l'époque, c'était je voulais faire mes preuves et je voulais la Euh, validation du patron, montrer que. ouais. Et je regarde ça aujourd'hui, je trouve ça un petit peu triste, mais j'ai de la compassion pour cette femme que j'ai été, si jeune et qui a eu un regard un peu biaisé sur sur elle, sur ce qu'on devait attendre d'une employée à l'époque. Moi, je faisais des heures, je ne les comptais pas, mais voilà. Et puis, comme je gagne très bien ma vie, ça aussi, je dis, OK, donc au final, j'ai pas fait d'études. Je pensais pas gagner autant d'argent avec les pouvoirs, etc. C'était assez, ça a l'air de chirurgien quasiment, tu vois. Mais en même temps, c'est bloquant parce que ce qui est déclaré, en tout cas ton fixe, est très faible. En revanche, tout le reste, ça va être cash et Ouais. faut pas non plus, Ouais, c'est ça. Tu me tends la perche parce que lié à l'entrepreneuriat et à ce que tu fais maintenant qui m'intéresse, on va aller là-dessus. J'avais deux questions. Il y a tout le sujet effectivement de l'argent et de l'éducation financière que tu n'avais pas nécessairement, ce qui fait que comment tu fais pour te dire ah ouais attends je vais faire quoi du placement des trucs et tout, t'en sais rien en fait. Comment tu... alors j'ai jamais été trop, comment dire? Trop dépensière. En revanche, je n'avais aucune. Et les gens des agences, ils aident pas leurs mannequins, tout ça, non? Ils vous laissent vous démerder, quoi. euh, Ah ouais, c'est quand même dingue ça. on a nos virements et puis après. Ouais, si t'as pas un entourage, tu vois, qui est proche, genre ta famille, des amis ou autres qui t'aident, bah en fait tu sais pas quoi. Non, et puis même eux, est-ce que voilà, si ta famille n'a pas été éduquée Ah ouais. par rapport à l'argent, Hein, hein. l'investissement, je ne sais pas. Encore aujourd'hui, je veux dire, faut que je m'y intéresse, quoi. Ouais, faut que tu. Bah bah tu sais Gaël, c'est hyper important. Il y a vraiment d'autant plus que en fait les femmes en particulier sont encore plus lésées, tu vois, que les hommes sur le financement. Il y a des études qui sortent régulièrement comme quoi, bah en fait les femmes s'intéressent pas aux finances de manière générale, à l'éducation financière. Et en fait, bah c'est clair que ça vous crée des décalages qui sont énormissimes quoi. Ouais, Ouais, et c'est il y avait cette théorie du pot de yaourt là que j'ai découvert il y a pas longtemps, où on expliquait que dans un couple, ben, quand il y a un mariage, etc., et qu'après il y a séparation, l'homme vient avec, il a un plus gros salaire en général, et puis il va s'occuper d'acheter la maison en plus grosse partie, la femme peut-être un exact. niveau un peu inférieur, et puis elle va plus s'occuper, compenser avec les courses, avec l'électricité, ces choses-là. C'est ça. Et le jour de la séparation, bah, l'homme, il va récupérer une partie des biens, la Tout majorité. à fait exact. Euh, Eh ouais. Eh et ouais. puis on l'accepte en plus, on se rend pas compte Oui, de. c'est ah bah c'est clair, c'est Bah oui, clair. c'est vrai, lui, il a acheté la maison, il a acheté la voiture, majoritairement. C'est euh, et en fait,
le reste, les courses, etc., ça reste de l'argent Hyper maintenant. important. Ouais, tu vois, je pensais pas, comme tu dis, ça, je comprends ce que tu dis, c'est-à-dire qu'effectivement, en fonction de ton environnement familial, bah ouais, si t'as pas l'habitude de gérer ça, bah ça va pas plus t'aider, quoi. Donc Non, et t'es puis un peu c'est démuni là, ouais. un peu hérité. Enfin, comme tu dis, ça touche aussi beaucoup les femmes. Et quand tu te rends compte que ben, nos grands-mères, elles devaient avoir une autorisation pour avoir des comptes en banque, etc. Tu m'étonnes. C'était il n'y a pas si Ouais, longtemps. c'était il y a pas si longtemps, hein. Ouais, tout à fait. Donc, il y a encore des choses comme ça qui nous restent parce que on a été élevés comme ça et la femme ne devait pas prendre trop de place et elle était très, très, très limitée. Euh, Ouais, à l'époque, être secrétaire, bah, t'es déjà bien, t'avais un travail, t'étais pas mère au foyer. ouais, c'est vrai. Ouais, quand tu regardes Mad Men, c'est une série que j'aime bien. Et ça m'a replongé là-dedans. Je me suis dit, ouais, mais ma grand-mère, elle a connu ça. Ouais, Ma exact. mère, voilà, elle a été élevée par une femme voilà, qui ne travaillait pas. Attendez, tu vois, la validation du grand patron, la validation du Tu mari, puis m'étonnes. après, tu sais, dans les générations, on peut dire ce qu'on veut. Mais moi, je pense aussi que ça a eu un impact. Elle avait ce besoin d'être validée par ces hommes puissants qui avaient fait des établissements, qui cartonnaient, qui étaient empreints de réussite. Et je voulais leur montrer que j'étais fière, faut être fière de moi, quitte à ne pas compter mes heures. Ouais, 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 Et puis, tu vois, cette course. tu m'étonnes. Toi, quand tu rencontres des hommes, et quand tu as rencontré des hommes, ça a posé un problème, ça, que tu aies de l'argent plus qu'eux, ou autant qu'eux, ou je sais pas comment, ça s'est passé comment, ça? L'argent, pas forcément, mais en disant que oui, parfois ça pouvait être dans mon envie d'exister, en tout cas dans le cinéma, dans ce domaine-là, où j'étais un peu dans l'ombre, que j'écrivais pour des gens, qu'on ne me voyait pas trop, ça posait pas de soucis. Si on commençait trop à me voir, ça arrivait des inquiétudes, des insécurités, et puis aussi ça pouvait se manifester. Les hommes qui pourtant m'ont rencontré parce que j'évoluais dans le milieu de la nuit, après, ne voulaient plus que je reste dans ce Ce milieu. milieu-là. Ouais, ouais. Aujourd'hui, tu as quitté ce milieu-là, on va dire, de la nuit, du mannequinat, tout ça. T'as gardé des gens que tu connais, des copains, des copines. Ouais. Après, vous devenez amis quand vous êtes mannequin, non. Mais après, vous devenez amis avec. Alors oui, j'ai beaucoup d'amis, des DJ, plein d'amis que j'ai rencontrés aussi en soirée ou tout simplement où on a travaillé ensemble. Et je trouve ça beau parce que, en tout cas, des femmes où on a compris certaines choses, on a accepté, on se libère de ça. Et, euh, et, euh, et je trouve ça assez fort, voilà, des femmes DJ qui, d'un seul coup, se disent, ouais, mais en fait, c'est pas qu'une image et j'en ai marre. Et si on vient me prendre, en général, c'est aussi pour une image parce que c'est bien d'avoir une nana entre derrière les platines et qu'il faut être. Et voilà, on comprend plein de choses et on se libère de tout ça et on s'autorise à être nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on a à dire? Est-ce qu'on accepte? Juste parfois dire non, voilà, accepter ses conditions. C'est un début. Tu t'es fait comment se passe je sais pas comment appeler ça moi la migration ou le transfert entre ton activité de restauration etc. Est-ce que tu fais maintenant? Allons-y là, partons sur donc maintenant. Aujourd'hui t'es installé comment d'ailleurs? T'es indépendante? T'es autrice? T'es installé comment? J'ai un agent, D'accord, donc c'est elle qui gère tout, donc j'ai pas vraiment de ma société. d'accord. Donc on peut considérer que je suis plus ou moins employée de cette agence. Mais maintenant, c'est vrai que voilà, je gère. Alors elle, c'est qui s'occupe de tout ce qui est contrat. Ça n'a pas changé là-dessus, hein, mais D'accord. c'est Ouais. son métier et elle connaît ça nettement mieux Ouais. que moi. Elle défend tes intérêts. Voilà, elle défend mes intérêts, tout ce qui est juridique, il y a les sections pour ça, donc ça c'est parfait. Maintenant, comment j'ai migré là-dessus, je pourrais pas te dire. J'ai évolué dans la restauration, je voyais beaucoup de gens, du cinéma, de l'humour aussi. Et moi, la comédie, c'est toujours quelque chose qui m'a plu. J'écrivais des petits sketchs. Avec une amie, on a commencé à faire des petites vidéos il y a 10 ans.
Les gens savaient que j'écrivais, mais là, pour la première fois, on a fait une vidéo qui a relayé, qui a été vue 1 million de fois parce qu'elle a été relayée à l'époque parmi le buzz. Et là, ben, j'ai commencé à avoir des propositions et j'ai commencé à mettre un pied là-dedans. Un jour, c'était Rush Dizem qui m'avait contacté parce qu'il avait vu mes vidéos et il m'avait dit, je cherche une actrice. Et j'avais dit, tu sais, je suis pas vraiment actrice. Mais de façon, il m'a contacté de façon hyper pro et c'est moi qui, au début, je me suis dit, c'est un faux compte parce qu'il avait contacté sur les réseaux. Et lui, en plus, après, il me dit, voilà, contactez notre production, le numéro de téléphone. C'était hyper carré, le gars, il y avait rien. Et là, moi, je lui ai répondu en disant, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce serait pas un brouteur, lui, par hasard? Hyper méfiante et d'un seul coup je me rends compte que le truc c'est carré, qu'il y a C'est une vraiment lui, vision. quoi. Je le rencontre même pas lui, tu vois. Et après on en rigole aujourd'hui, on est devenus amis. Il m'a dit, mais je me suis dit, c'est quoi cette fille qui me répond de façon hyper. Je dis, Mais toi, tu ressentais un petit syndrome de l'imposteur par rapport à ça? un peu mieux à l'apprivoiser. Mais oui, et puis beaucoup de méfiance, hein, et puis au final, ben, tu vois, c'est quelqu'un qui a été quand m'a encouragé à écrire. Il m'a dit, OK, tu fais des pastilles, mais si tu devais faire un scénario, qu'est-ce que tu raconterais? Donc j'ai écrit un peu mes scénarios, et ensuite, j'ai envoyé ça à mon agent et voilà, petit à petit, ça s'est fait. J'ai appris en faisant, c'est comme ça que j'ai appris aussi. Je vais pas mentir, j'ai pas fait de formation, et cetera, mais c'est en faisant des retours des gens du métier, on me prend des portes aussi, et puis Tu n'es pas passé d'un monde facile à un autre monde facile, hein, parce que on pourra dire ce qu'on veut, mais t'es mannequinat, monde de la nuit, restauration, tout ça dans des établissements select, c'est ce qu'on comprend. Mais le monde du cinéma, c'est pas mieux, c'est différent, mais il y a les mêmes genres de travers. je sais mieux naviguer maintenant à mon âge, tu vois, qu'à l'époque, Hein. ça me j'ai les armes. Maintenant, tu sais quand même, voilà, t'es devenu effectivement. Et c'est Et vrai que tu restes, voilà, j'imagine que tu vois bien entre guillemets j'allais dire le panier de crabe, c'est la légende qu'on a sur ce sujet-là, mais c'est vrai que c'est quand même hyper difficile, hyper concurrentiel, les acteurs, actrices entre eux, les scénaristes, c'est quand même des métiers d'artistes, artistiques qui sont très difficiles, hein. mais tu vois, ça évolue, on apprend. Il y a pas longtemps, là, il y a une femme, une comédienne, qui m'a écrit, qui m'a dit, voilà, est-ce que tu peux lire mon scénario? Je cherche une réalisatrice, j'ai envie de défendre ce projet avec des femmes. Et je trouve ça beau parce qu'à une époque, quand il y avait deux femmes dans la pièce, on était là en train de se dire, c'est laquelle qui va sortir son épingle du jeu. Et c'est triste et c'est en train de se transformer. Et maintenant, moi, bah, je travaille aussi beaucoup avec des femmes. Parfois, tu te Tu dis. tends la main là. Toi, t'es plus à tendre la main. Puis même, tu vois, quand je lui ai dit merci pour ta confiance, je voyais bien que souvent, on a envie de se dire, OK, j'ai écrit un projet, j'ai aussi envie de le réaliser. Bah non, elle me le confiait et elle me dit, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, fais-moi des retours. Et ben, je trouve ça hyper bon. Toi, Gaëlle, quand tu es dans ton rôle de réalisatrice, tu t'occupes de la partie production, trouver des financements, tout ça ou pas du tout? Non, toi, t'es vraiment sur le métier de réalisatrice et puis en fait après il y a la prod qui se met autour, etc. Ça fait quelques jours où je me suis dit, mais j'ai envie aussi de m'intéresser à ça À la aujourd'hui. production. Maintenant, quand je me rends compte, disons que là, avec mon petit projet, comme je disais, de voyage, de mission version idéale, que j'ai décidé d'incarner et de ne pas attendre qu'une boîte de production trouve les financements, etc., je me suis débrouillée, j'ai commencé à démarcher, etc., et il y a plein de portes qui sont ouvertes. D'accord. Mais parce qu'en fait, je me suis dit, enfin, d'un seul coup, il y avait le champ des possibles. Et, euh, et ça m'a donné envie, quand le projet aussi futur, Mhm. d'envisager cette possibilité de produire. Parce qu'on met une énergie Yes. qui, on sait pas, soit. Bah écoute, tu vas t'entraîner. Alors commence charité bien ordonnée, commence par soi-même. Alors tu vas nous raconter là. Alors ce projet là, vas-y. Allez, c'est quoi le pitch? Alors, raconte tout ce que tu fais. Je sais que tu pars dans pas longtemps là. Hein. Là tu m'as Ouais, fait alors, l'honneur. Tu m'as fait l'honneur de passer rapidement. Tu pars là dans 10 jours, 10, 15 jours je crois. Hein. une semaine, je Ah pars c'est dans une ça. semaine. Et donc l'idée, c'est ce documentaire
que j'ai écrit il y a 1 an et demi maintenant. Au début, je voulais pas forcément l'incarner et puis, c'était un producteur qui m'a dit: «Mais en fait, là, tu parles de toi». J'ai dit: «Oui, mais bon, je veux le réaliser». Il m'a dit: «Oui, mais en fait, et il m'a donné je me suis dit: «Ouais, allez, vas-y, je» encore cette notion de rester invisible, confort-là, je me suis dit: «OK, vis-le». Et là, quand j'ai donné ma dernière version à la productrice qui est avec moi dans ce projet, j'adore, qui m'a dit c'est génial et ça me parle. Et moi, j'ai 50 ans et tout ce que tu dis là, ben, je suis passée par là et avec mes copines, on est là en train de se demander quel sport choisir et est-ce que du botox, pas du botox, etc. Et puis si on a une femme qui incarne tout ça, qui nous montre tout, qui nous fait des retours d'expérience, et ben, ce serait une sorte de guide. Elle m'a dit voilà, moi je valide à fond. Et maintenant, je vais aller voir les plateformes, les chaînes, je m'en occupe. Puis d'un seul coup, je me suis dit, OK, mais je fais quoi? Bah, ça y est, du coup, j'attends. J'avais pas envie d'attendre. Et je l'ai rappelé, je lui ai dit, mais elle me dit, ah, mais Gaëlle, ça peut être long. Comme tout, je le sais au fond. J'ai dit, écoute, en fait, là, je vais le vivre, je vais le faire. Cet argent que j'ai de côté, je vais miser sur moi pour le vivre. Et je vais le produire à ma façon, je vais tout mettre sur Instagram. Et puis, du coup, j'aurai pas de contraintes, de ligne éditoriale où on va me dire, faut que tu fasses comme ci, comme ça. Je vais vraiment l'incarner pleinement. Alors oui, du coup, bah, je fais ça avec mon téléphone. J'ai pas un chef opérateur, j'ai pas une équipe pour le son et tout. C'est immersif, c'est très réaliste, mais je vais le vivre. Et tu sais, que j'ai re-regardé du coup Eat, Pray, Love en me disant comment j'ai envie Ouais. de cette chose-là. Et à un moment Julia Roberts et son sourire est comme ça éclatant, le sourire qu'elle a. Bah toi aussi d'ailleurs. Hein. donné, tellement bien et c'est vraiment ce film, il me parle, qui est de base un livre que je n'ai pas lu d'ailleurs. Et à un moment donné, c'est Elisabeth Gilbert, il y a cette phrase qui est reprise de son livre où elle dit il y a une force, je pense qu'il y a une force qui est telle que la loi de la gravité qui vous pousse à un moment donné à l'extérieur et vous n'avez pas d'autre choix que, que, que de D'y que, aller. que d'aller de vous laisser guider. Quand j'ai écrit ça, j'étais en plein j'avais un appel et d'un seul coup, quand je l'ai livré, je me suis dit mais je ne peux pas rester chez moi et attendre, je dois le vivre. Donc, je me suis dit: «OK». J'ai lu un livre, de Jonathan Lehman, s'appelle, «Le journal intime, d'un touriste du bonheur». Je l'ai repris, je l'ai relu. C'est un homme, c'est son parcours, hein, il a une réussite aux États-Unis, à New York, avocat et cetera. Et d'un seul coup, ben, il se rend compte, une fois qu'il a atteint son objectif, qu'il est malheureux et il part dans des ashrams en Inde. Je me suis dit: «OK, je prends juste un aller, je quitte mon appart et je prends pas de retour». Et Ah, c'est ce que tu fais. Tu fais ça. Tu pars et tu pars. Tu vas bouger ou tu vas à un endroit fixe. ouais, dans l'idée, je bouge. Pour l'instant, je vais en Inde. Je vais un peu, enfin, parce que j'ai décidé de faire une retraite vipassana qui est Tu une commences retraite par de l'Inde là. par l'Inde. Ok. Franchement, c'est sûr que c'est un peu, enfin, pour un premier voyage solo. Alors, non, j'ai déjà voyagé quand j'étais mannequin, mais c'était très encadré. T'as le chauffeur. Bon, c'est vrai que je me fais un peu violence, mais c'est dans l'idée de sortir de ma zone de confort parce que on m'a dit que j'allais être un peu bousculée, que c'est un voyage intense. Yes. Je m'y attends et je vais faire 10 jours de retraite silencieuse, 10 heures par jour. Et avant ça, je voulais quand même visiter un petit peu le Rajasthan. Donc, D'accord. je vais faire. Et après, honnêtement, je ne sais pas. Je me laisse guider. D'accord. Et tu l'imagines comme un concept. Tu me parlais d'Insta. Instagram est la plateforme qui te paraît la plus appropriée pour ça, en fait, avec des reels, Pour avec des. l'instant, parce que il y a c'est très dans l'image. Ça va être des petites scènes, des petites choses. Voilà, des petits montages, des petites, comme des pastilles vidéo que j'essaie de faire en 1 minute où je raconte D'accord. de façon très dynamique parce que bah, c'est ce qu'il faut faire visiblement pour approcher le spectateur. Mais voilà, je vais le commencer comme ça et puis et après je sais pas ce que j'en ferai, si j'en ferai un livre, Mais si après, j'en tu vas avoir des rushs, non? Tu vas avoir, j'imagine, oui, beaucoup des de images, choses. mais disons que ça, je vais pas vraiment l'utiliser pour faire le documentaire Ouais. visuel. Parce Ça, que c'est tu pas pourrais faire quelque chose sur YouTube aussi, peut-être en je plus long. j'ai pas encore l'école, mais il faudrait que je fasse une chaîne YouTube.
Au niveau, ce qu'on appelle la stack d'outils, tu vas être avec genre par exemple CapCut pour faire les trucs. C'est quel que tu vas faire? Oui, j'ai appris sur CapCut, CapCut Pro. Moi, j'ai CapCut Pro par exemple, c'est vachement bien. c'est top. Et j'avais une vie, mais c'était très compliqué sur le téléphone, puisqu'au final, je me rends compte que le téléphone. Ouais, ouais. Donc oui, j'ai CapCut, ça fonctionne très bien. Après, c'est pas d'une qualité, pas quelque chose comme on peut voir sur une plateforme comme Netflix, Amazon, tout ça, hein. Non, mais tu sais, il y a pas mal de festivals de cinéma sur mobile qui se sont lancés avec des choses très originales, très bien. Et puis en fait, maintenant, bon, je sais pas quel matériel tu as, mais c'est vrai que sur les smartphones modernes récents, franchement, la qualité des focales et des optiques et tout, ouais, dire, c'est déjà du niveau sérieux, très très haut niveau, hein. Puis voilà, c'est se challenger en se disant, OK, ben maintenant, voilà, je suis moi-même, je prends moi-même les images, parce que tu fais confiance à un chef opérateur qui est là pour ça. Et là, tu te dis, OK, tu te responsabilises sur plein de choses, même la post-prod, tout ça, Bien sûr. ça sert en fait. Et Un. j'apprends aussi énormément en ça. Là, tu vas avoir une recette, une recette, n'importe quoi, une retraite, Oui. une retraite silencieuse, etc. Donc bon bah j'imagine là t'es pas face à toi-même, t'es pas de public, etc., etc. Mais après quand tu vas reprendre ton documentaire et ton périple, peut-être que tu pourrais, tu aurais envie de faire des choses un peu genre des lives aussi. Ça peut être des petites séquences et puis tu vois un petit, parce que moi je vis, tu vois, je vis déjà ton truc. Ça y est, tu m'as créé tu m'as créé l'impatience là. Je veux suivre le truc. Mais tu vois, il y a un vrai petit sujet avec de la création de contenu innovante, hybride, avec peut-être un mix de petites capsules, de live, un petit reportage que tu feras plus long après, tout ça. Voilà, faut un peu avoir divers formats. Tout ça, pareil, j'apprends. Je vais pas te dire que Bien c'est quelque sûr. chose que je maîtrise complètement, mais je m'y intéresse et je me rends compte que, tu vois, j'ai LinkedIn, j'ai pas du tout les codes. Je me rends compte Pas que je encore. suis Ça va venir. On va t'aider. On va t'aider. On va ouais, t'aider. mais tu vois, là, je balance ce que je balance sur Insta, je balance sur LinkedIn. Faut surtout pas faire ça. Puis là, j'ai encore que j'ai mis une vidéo, il y a le logo Insta. Oui, c'est pas très, c'est effectivement ça. Ce qui est très important, Gaël, c'est que ça se décline. Ah, effectivement, un même contenu, une même thématique peut parfaitement se réutiliser dans les différentes plateformes, mais c'est vrai qu'il y a des petits réflexes à avoir pour avoir un contenu qui est débrandé, quoi. Parce que sinon, ouais, sinon il a le logo TikTok, il y a le logo Insta. Là, bon, c'est son adresse, je m'en suis pas rendu compte, mais voilà, faut que je fasse ces faux pas-là pour me dire, OK, bon, alors le prochain, on va pas faire ça, on va mettre un peu une légende plus explicative, Ouais, voilà, ouais, ouais. bien sûr, je m'adapte. Tu sais que tu verras, tu vas découvrir peut-être des choses au fur et à mesure, mais ton sujet, il serait hyper intéressant en mode podcast aussi. En podcast, tu vois, en podcast d'ailleurs audio ou parce que maintenant on sait plus quand on dit podcast, on sait plus si c'est un podcast sur YouTube avec de la vidéo, mais à la base le podcast c'est un Ah oui, média audio et en fait c'est vachement bien hein, des podcasts audio. consommatrice de Hein, podcast, hein. j'adore ça. Je mets ça Ouais, c'est sur ça. Moi j'ai ça dans les oreilles tout le temps, quoi. je fais mes trucs. Et puis tu sais, je trouve que quand c'est bien fait, c'est limite les discussions auxquelles tu as envie de participer. Tu dis, ah bah oui, complètement, je suis d'accord. Ah non, tu vois, et moi je suis comme ça. Je vis le podcast dans ma tête en faisant mes activités et j'adore ça. D'accord. Wow. Oui, ce serait une Bon, donc possibilité. là tu vas partir. On sait pas quand tu reviens, quoi. Eh bien non, je sais pas quand je Bon, reviens. tu donneras des nouvelles, hein, quand même, hein? Pas volontiers, oui. Hein. Bon, après, ce qui va se passer, peut-être t'as l'habitude, mais toi, tu fais de la scénarisation du tournage de choses qui sont jusqu'à présent beaucoup plus cadrées. Là, tu pars, voilà, à l'aventure. Donc, je ne saurais trop te recommander, pour avoir déjà vécu cette expérience-là, tu le sais peut-être en ton fort intérieur, mais il faut vraiment capter, shooter un maximum de choses parce que après, tu vas te dire, ah là là, j'ai pas la matière pour réutiliser ce truc-là, etc. Donc il faut vraiment que voilà, tu t'imprègnes une fois que tu auras passé ta retraite silencieuse. Là, il faudra que faut que tu te Ah remettes, ouais, ouais, ouais. Parce que tu as sinon, raison. tu vas rentrer, t'auras pas la matière, quoi, tu vois. Et je pense que, alors je vais le documenter au fur et à mesure, mais en fait, ce que je me dis, c'est que après, ça va devenir un automatisme. Mais au début, c'est un effort. Ouais, ouais. Je vois qu'il y a plein de choses là, que je suis en train de faire. Ah, mais ça, c'est important, c'est intéressant, j'aurais dû le mettre sur mes vidéos.
Et après, ça devient naturel. Et puis, je regarde beaucoup ceux qui font les vlogs de voyage et tout. Ils ont leur caméra comme ça axée sur eux. Ils se filment tout le temps à la sortie de l'avion. Ouais, ouais. Et c'est intéressant. Et après, c'est bien d'avoir le choix de les garder ou pas les garder, mais d'avoir cette possibilité-là. Et effectivement, que je développe sur laquelle. T'as pris cette décision de partir il y a longtemps ou c'est quoi? Ok. Ça a été vraiment quand je dis que j'ai livré le documentaire, je l'ai vécu en l'écrivant. Et d'un seul coup, je me suis dit qu'il fallait que j'attende et que je ne voulais pas attendre. Ouais, tu voulais pas. T'as l'appel. C'est pas l'appel de la forêt de Jack London, mais c'est l'appel de Gaël, quoi. Il s'est passé l'appel. Et puis, c'est ce truc de me dire, je me valide moi cette fois. Je me l'autorise. Et quitte à ce que ça me... Voilà, c'est pas grave, je cassais à tirelire. Et au final, tu veux que je te dise, en faisant ce pas-là, je me rends compte que j'ai plein d'offres, plein de possibilités. Ah, ah, ah. Tu vois, là, on m'a offert mon sac à dos. J'ai un sac à dos de marque qui est génial. Et mon arrivée en Inde, j'avais très peur. Ben, j'ai l'agence de voyage qui m'accompagne. Et je n'avais pas imaginé. Je pensais, moi, vraiment avoir... donc, voilà. Donc, au final, Ah, c'est pour ça que je te posais ces questions-là de il y a combien de temps que tu as décidé ça, etc. Parce que comment te dire ça? C'est à la fois ce que le projet là que tu vas embrasser et dans lequel tu pars, c'est à la fois énormément d'authenticité et de si tu veux de débrouillardise, mais en fait pour avoir dire un niveau de qualité des images, mine de rien, les gens le soupçonnent pas, mais c'est pas avec un bout de ficelle et un morceau de bois. Il te faut du bon matos, il te faut de la perche, il te faut le truc télescopique gna 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 qui tient tout seul. Tu vois ce que je veux dire, c'est que on se dit ouais non mais je vais faire comme ça à la bonne franquette. Non non, attendez, ça existe pas ça. Tu peux ton authenticité, ta vérité, ce que tu vas nous raconter, génial. Ça va être toi, ton scénario, tes écritures et tout super. Ça tu peux être créatif à mort, mais n'empêche que la technique elle doit suivre derrière, hein, parce que sinon ça devient le projet Blair Witch et bon il y en a eu qu'un hein, projet Blair Witch qui a cartonné. Hein. Après il y a eu plein de gens qui ont essayé de faire la même chose, mais enfin bon c'est pas tu vois. Et donc c'est vrai que là je me dis waouh au fur et à mesure peut-être d'ailleurs tu vas peut-être continuer à avoir des relations avec des sponsors ou autres, peut-être trouver tu vois c'est des vrai que je choses parce que rapporte un peu de matériel et beaucoup. Voilà, j'ai une petite caméra qui est assez cool et tout ça. Je me dis, mais d'un côté, maintenant, avant, j'attendais que ce soit parfait pour faire ouais quelque ouais chose. c'est ouais Tu fais rien. non Et non là, je me dis, non, hein. là, les gens qui me suivront, ils verront le contenu évoluer au fur et à mesure. Mais même là, avec ce qui concerne le montage, et tu vois, ma première vidéo, j'en ai fait que 4, hein, mais tu vois, ma première vidéo, c'est pas du tout autant apprivoisé par Ah, exemple. moi j'ai trouvé ça super chouette hein. J'ai regardé, moi j'ai trouvé ça bien. Ah, c'est sympa. Mais tu vois, voilà, petit à petit, ça évolue. Puis après, j'espère que je ferai des super images. Super. Écoute, génial. Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un cheminement, tu vois, pour toi. Là, tu pars à l'exploration, tu vas découvrir plein de trucs, apprendre plein de trucs aussi. C'est vraiment chouette, hein. Donc bravo, bravo de sauter le pas et de nous offrir ça parce que finalement, c'est aussi quelque chose que tu vas offrir à la communauté, à ta communauté et au monde. Donc, bah merci pour ça. Je reconnais là une fibre entrepreneuriale. Bah, bravo, Gaël. J'ai la parole de pouvoir le partager comme ça avec toi. Merci à toi. Ah, écoute, moi je ferais, bah moi alors je ne vaux pas un grand média, mais en tout cas, moi je te propose que je ne perds jamais. Si tu as envie de venir nous raconter, nous faire des actualités, et puis annoncer, faire des effets d'annonce de ton reportage et quand il sera prêt, vas-y, hein. Moi j'ai pas de souci quoi, avec grand plaisir. Je trouve ça hyper sympa. Si tu veux que je relaie un petit peu, eh ben ton projet, ben avec grand plaisir, ça va nous faire voilà, un Merci suivi aussi dans le temps. de la force. Regarde, je ne perds jamais hein, la force. Hein. Ah, parce que c'est un état d'esprit, hein, parce que de toute façon, tu vas y être confronté. Je veux dire, déjà un voyage qui est pas associé à un projet professionnel, il y a toujours des trucs qui se passent. C'est jamais tout lisse. Mais là, c'est clair que tu vas avoir des aventures, des anecdotes, et voilà, et ça va faire partie du projet. Complètement. Même comme je ne perds jamais, ça veut tout dire. C'est-à-dire que même s'il y a des moments, tu as l'impression de vivre un échec, c'est pour mieux apprendre. Et souvent, quand on écrit un scénario, alors qu'on écrit à plusieurs, il y en a qui disent ah, c'est une mauvaise idée. Mais en fait, non, la mauvaise idée te fait rebondir sur la bonne idée. Exact. C'est à peu près la même chose, quoi. C'est-à-dire que là, à un moment donné, tu vas vivre quelque chose, mais qui va te faire rebondir sur plein.
En tout cas, moi, ça me rassure de penser comme ça. Donc, Tu vas, Gaël, tu vas emmener quelque chose pour écrire, tenir un journal de bord, tout ça ou? Ouais. je vais avoir T'es en mode carnet papier, ouais, ouais. D'accord. Bon, c'est chouette ça. Bon, bah écoute, on va en parler en off. On va voir si je peux pas t'aider ou relayer du mieux que je peux à travers Je ne perds jamais ton aventure entrepreneuriale. Là. Ça me plaît bien. C'est assez cool. beaucoup. Bon, en tout cas, c'est sympa de venir nous raconter ici. Et en tout cas, bah, tu vas encore passer un cap, mine de rien. Tu vas encore évoluer, tu vois. On parlait d'entreprendre sa vie. Bah là, je pense que tu vas bien. Euh, Bien dedans. oui, puis en plus, on l'a pas peut-être assez précisé, mais ton approche, elle est vraiment multi-sujet. C'est-à-dire que tu vas parler de voyage, d'alimentation, de beauté, de plein de sujets, de vie, la vie tout court, quoi. Hein, c'est ça. Hein. Les femmes aujourd'hui, et même les hommes, en fait. Je dis les femmes parce que je suis une femme, je parle avec eux. Mais en fait, même les hommes, moi, j'ai beaucoup d'amis qui vont me poser des questions, Bien sûr, qui se préoccupent sur ben, même le botox, les soins, les hommes, etc. Le sport, c'est un domaine qui touche tout le monde. clairement, Je clairement. faisais beaucoup de crossfit, je continue encore. On est une équipe très mixte, il y a autant des hommes que des femmes. Donc, D'accord. dans l'idée, c'est vraiment comment atteindre une meilleure version de soi Ce pour soir. être bien dans sa peau. Mais aussi, comme je dis, l'idée derrière, c'est en fait, faut pas attendre bah, d'avoir des kilos en moins, d'avoir le front lissé, d'être bronzé pour s'aimer. C'est justement aussi Bien sûr. s'aimer par un seul coup. On est imparfait. Et c'est là où on doit travailler. Yes. Et j'aime bien l'idée aussi de se perdre un peu. Moi, si un jour je décide de faire une intervention sur mon visage et que j'abuse, ben, je trouve ça intéressant de le voir. Puis, si ça se trouve, moi, je ne le vois pas. Et que après, il va y avoir des gens qui vont me dire non, mais là, tu vois. Ah là, j'ai un peu l'impression que de toute façon, tu vas vraiment te montrer, je dirais, comme tu es de manière authentique, parce que tu vas pas être toujours super apprêté. Hein. Donc bon, voilà, ça va être, c'est ouais, ça va être la vraie vie. Hein. Ouais, tu vois, je pense que là, je me suis dit la dernière fois, et c'est ça que j'ai écrit un peu dans le documentaire, c'est pendant des années, j'ai essayé de me mouler à des cases, et ben là, j'ai envie de les exploser. Ouais, ouais, ouais. Et c'est le défi. C'est une quête et un défi. Yes. En tout cas, Gaël, voilà, conseil de vieux entrepreneur, parce que vieux entrepreneur que jamais, hein, ou on dit ça pour les motards aussi, vieux motard que jamais. Je suis motard depuis très longtemps. Je t'invite et je t'encourage, en tout cas, à effectivement, par rapport à la prod, à vraiment penser à l'utilisation de tes rushs et de, tu vois, donc capte un maximum, parce que moi, ça m'est arrivé plein de fois, tu vois où j'avais pas pris assez d'images, pas assez capté assez de choses, voire même enregistré, tu vois, du son, du podcast son. Et en fait, après, tu dis ah bah ouais, mais en fait, le timing, eh ben plus jamais je refais ça, quoi. C'est-à-dire que le temps qui est pas utilisé à la chose, il est perdu à jamais, quoi. C'est et donc ça peut être frustrant d'un point de vue prod, tu vois. Là, t'es en réalisatrice, production, t'as besoin de matière pour créer ton œuvre. T'as besoin de matière, donc il faut plus que pas assez. Ouais, ouais, non, mais vraiment, je prends à ce conseil parce que je l'ai déjà plus ou moins ressenti. Ça Que moi, m'est ça déjà m'est déjà arrivé, hein, je peux te dire. Et là, t'es frustré, tu vois. Tu dis, waouh, merde, là, j'étais à ce truc-là, à ce moment-là, j'y ai plus, quoi. Ça y est, j'ai avancé, j'y suis plus, quoi. Et c'est perdu. ah ouais, c'est très frustrant. Je sens ta frustration de là, tu vois. Franchement, il y a des fois, sans compter que bah, ça va rester quelque chose qui est une aventure. Donc tu vas avoir des couacs techniques, tu vois ce que je veux dire. C'est donc pareil, essaye d'avoir le réflexe très rapidement de checker ton matos. J'ai bien la SD card dans la caméra, je sais pas quoi, tu vois. Il y a encore de la place, plein de petites conneries comme ça, mais qui peuvent te ruiner ton truc en fait. Hein. C'est-à-dire que si t'as pris la SD card, tu l'as déchargée sur ton ordinateur et tu l'as pas remise, bah hop, tu te lèves le matin, tac tac, tu commences à filmer, tu filmes que dalle quoi. Donc Ouais, ouais, je vais essayer. Mais oui, t'as raison de me le dire parce que tu vois, ça, ce genre de truc, quand tu fais la réalisation pour un film, etc., des personnes qui sont chargées qui te déchargent bien sûr, de toutes ces préoccupations mentales et toi, t'as plus qu'à gérer l'artistique, etc. Et parfois, quand t'es un peu voilà, créatif, t'es juste surtout très tête en l'air. Et moi, c'est mon cas. exact. Même ça, je le montre dans les vidéos.
tu vois, ma valise n'est pas prête, mon appart, regarde, est-ce qu'il a l'air d'être vidé, mon appart? Pas du tout. Je pars dans une semaine. Mais regarde, je suis botoxée, Ouais, t'es nickel, hein, bronzée, je suis bien coiffée. Ouais, ma gestion des priorités, bon voilà, c'est compliqué, mais tu as raison de me le mais rappeler. voilà, c'est les petits conseils parce que ouais, moi j'ai vécu ça aussi, les couacs techniques, tu vois, t'es fou, tu deviens fou quoi. C'est-à-dire que tu t'enregistres, tu dis ah merde putain ça a pas enregistré, il y avait pas la carte, il y avait pas le truc et tout. Bah, et puis c'est foutu, c'est-à-dire que tu dis bon je vais le refaire. Bah ouais mais non, ça sera plus jamais cet instant-là quoi. Donc ouais plusieurs cartes, toujours tiens que tu lances, tu vérifies que t'as tout qui est bien, les petits voyants sont allumés, tout ça, ça enregistre, ouais nickel. Parce que sinon, parce que sinon après, je te dis, même après, t'es frustré en tant que créatrice, tu vois, après. Parce que tu vas te dire, allez, hop, je m'y mets, tiens, je vais faire un petit shoot, un petit truc, un petit montage. Et en fait, tu vas manquer de matière et tu vas dire, merde, tu vas te rappeler l'instant que tu as vécu et tu vas pas pouvoir le créer, le mettre en forme pour le donner à ta communauté, quoi. Et là, frustration maximum parce que tu dis, Ah merde, ouais, ce truc-là que j'ai vécu, justement, je voulais le partager et en fait, je peux pas parce que j'ai pas le truc, j'ai pas l'image, j'ai pas la piste ce son. et après, tu vois, ça sert de bonne leçon. Du coup, tu me le transmets pour pas que je Ah fasse. ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, mais de toute façon, t'en auras. Voilà, il faut partir en se disant, de toute façon, tu vas avoir des couacs, c'est normal. Et et limite, il vaut mieux se dire qu'il y en aura, que tu vas les accepter, et que tu vas les gérer, parce que c'est une question d'état d'esprit. Hein. Je ne perds jamais. Hein. Faut que tu sois, quand t'es comme ça sur des voyages globe-trotter loin, dans des pays, l'Inde et tout ça, qui vont être sur des mœurs différentes et tout ça, t'es obligé d'accepter les choses pour pouvoir vite les contourner et ne pas t'en faire une montagne. Là, le verre à moitié vide ou à moitié plein, c'est pas du tout la même chose. Hein. Faudra être fort mentalement et Yes. rebondir, quoi, c'est sûr. Tu pars complètement toute seule, hein. C'est toi toute seule là. Hein. Oui, toute seule. Après, comme je te dis, il y a une agence de voyage qui fait un guide qui me reçoit Ouais, dès ouais. que j'arrive. Ça me sécurise beaucoup. Ouais, j'allais te dire ça, fais gaffe à la sécurité. Sur l'Inde notamment, il y a eu quand même des trucs là. Donc, Et en même temps, tu vois, j'ai quand même décidé de partir parce que je voulais pas me guider par mes peurs, en fait. Ces insécurités-là, elles m'ont empêché de faire plein de choses pendant des années. Donc, je me suis dit, bah voilà, je vais vous montrer que vous avez tort. Je leur ai pas tu fais moi, du crossfit, un peu kickboxing, tout ça. Tu fais un peu de boxe, un peu de trucs. du sport, du crossfit, du yoga, j'aime aussi. Bon, J'aime tout yes. ça. Non, ça c'est très important. Et puis l'autre sujet de vieil entrepreneur que je peux te donner aussi, c'est tu mouilles la chemise et tes deniers personnels parce que tu prends ton budget, tes budgets pour aller dans ce projet-là. C'est super, mais attention à pas cramer. Tu vois, mets-toi, parle-en de ton projet encore et encore et encore. Passe des deals, trouve des sponsors, etc. Parce que tes deniers personnels, ce genre de budget, ça bouffe vite, hein, ça bouffe vite les budgets. Hein. Attention, hein, donc méfiance. Que ça m'a appris, en fait, au début, je me suis dit, bon, bah voilà, je suis personne, qu'est-ce que je. Puis au final, en partageant, Mhm. bouche à oreille, bah, je me suis rendu compte que j'avais plein de possibilités que je ne soupçonnais pas. Donc maintenant que je sais que ces partenariats peuvent exister, je ne gênerai pas du tout et je me sens légitime. Et en fait, je vois que le storytelling plaît et il y a beaucoup de gens qui peut-être aimeraient le faire, ne le font pas, ils vont vivre par procuration. Ils me donnent les Exact. moyens, du coup, de faire ce qu'ils ne peuvent pas entreprendre pour l'instant. Enfin, en tout cas, c'est vraiment comme ça que la marque YouTube qui m'a fourni en accessoires, mais vraiment hyper généreux. Et ben, je voyais que c'est parce que le projet, ça leur plaisait Ah, ça leur parle. Ouais. et voilà, et moi, la jeune femme m'a dit, moi, je vais tout le temps faire la randonnée, je prends ce sac, je vais faire le chemin de Compostelle avec ma famille. Et c'était hyper beau et je voyais que elle m'accompagnait aussi dans ce voyage et on a échangé. Et c'est même pas que du côté business, Mhm. c'est d'un seul coup, c'est Ah humain. bah, ouais. En fait, ça va être énormément ça va être des rencontres, beaucoup. Et puis en plus, Gaël, bah, tu as déjà commencé à le ressentir, c'est que c'est très différent
d'un projet de réalisation que tu avais l'habitude de faire avec une équipe, un staff, la logistique, le maquillage, nanana, nanana. Là, non, là, c'est c'est toi toute seule, quoi. Bon, super projet. Écoute, je suis vraiment ravi d'avoir croisé ta route. Merci. Petit clin d'œil, petite anecdote, on peut dire un petit merci à Morgane qui se Merci. reconnaîtra et qui nous a mis en relation. Écoute, avant de te laisser préparer ta valise parce que tu es en retard, tu dois préparer ta valise. Est-ce que je voudrais passer avec toi sur trois dernières questions. Est-ce que tu aurais à partager avec l'audience un livre ou n'importe quoi d'autre qui toi, t'as vraiment transporté, avec qui t'as appris des trucs de fou et qui que tu recommanderais à tout le monde en fait. Est-ce que t'as un truc comme ça? Alors, j'en ai deux. Ça te viennent. Il faut faire citer les deux. Le tout premier, c'est la puissance de votre subconscient. Attends, je l'ai quelque part, je Tu peux sais plus. le, Écrit. Euh, ah, mince, la puissance de votre je subconscient. chercherai, Ouais, merci. Je le cherche parce que j'ai je toujours à côté. chercherai et puis je mettrai dans les notes de l'épisode. Et en fait, ce livre-là, ça parle vraiment en tout cas, moi, ça m'a rendu un petit peu me faire prendre conscience que tout ce que je vivais, je ne le subissais pas forcément. Yes, je J'avais une l'ai. responsabilité là-dedans. Et ça m'énerve de pas trouver le Yes, terme. de Joseph Murphy. Merci. Joseph Murphy, la puissance de votre subconscient, le secret d'une force prodigieuse à votre portée. Voilà. En fait, je lisais les livres de Lise Bourbeau, qui est très connue, qui a fait les 5 blessures de l'âme, etc. Et elle disait que elle, ce qui lui avait donné le déclic, c'était ce livre-là. Je l'ai acheté. Et là, je me suis rendu compte des facultés, des capacités qu'on avait de notre cerveau. Je sais que c'est là que j'ai commencé à me dire, mais en fait, je vais le faire, je vais en faire mon métier. Donc, c'est à partir de ce moment-là. Et ensuite, un autre livre, parce que de Natacha Calestrémé, La clé de votre énergie, qui Yes. nous rend autonomes dans la façon de se réparer de nos blessures et de nos traumas. Et D'accord. c'est un livre où souvent, bah, tu vois, on va parler des choses qui nous ont marquées, etc., dans notre vie, sans savoir en parler, c'est pas suffisant pour s'en réparer. Et là, il y a des protocoles où elle explique comment réparer ce qu'on appelle des pertes d'âme, des pertes d'énergie, et puis tu te répares avec Ah bah, superbe. Je vais mettre ça. La bibliographie de Je ne perds jamais. Waouh, j'ai bientôt 100 livres dans la bibliographie. J'ai 80 et quelques invités, 85 invités, et ce qui est déjà pas mal. Et à chaque fois, j'ai des livres différents, donc c'est super. Bravo. Deux livres, je mettrai dans la bibliographie que je rattacherai d'ailleurs à chaque invité, comme ça on connaît la bibliographie de chacun. Voilà, et je vais relayer ça dans les notes de l'épisode. Et puis j'ai le site web du podcast qui va avec, où j'ai une fiche présentation de chaque invité. Donc voilà, je mettrai les livres qui seront rattachés à toi. Super, merci pour ça, parce qu'en plus ça sort des sentiers battus, je dirais, parce qu'on a souvent des livres business, des livres d'entrepreneurs et tout ça. Et là, c'est très intéressant d'aller explorer ces sujets-là. C'est très, et en plus, on en a besoin parce que quand tu te dis qu'on connaît ou on utilise le cerveau à hauteur de 8-10%, tu te dis waouh, le potentiel qui reste, c'est un truc, hein, c'est ça. Bon, toi, l'argent, ça va, ça vient. Quand ça vient, ça va. Ça, c'est sûr. Tu as, toi, gagné de l'argent, perdu, j'imagine aussi, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il détermine, heureusement ou malheureusement, beaucoup nos vies dans ces sociétés qui sont, somme toute, relativement quand même capitalistes. Moi, ce que j'aimerais savoir, Gaël, c'est que si on enlevait cette variable d'argent de ton environnement, eh bien, je voudrais savoir quel est ton rêve, quelle est l'étoile du Nord qui te fait te lever le matin, qu'est-ce que tu as dans les tripes, qu'est-ce que tu ferais si tu avais absolument aucun problème d'argent, que tu pouvais faire ce que tu voulais. Alors, c'est marrant que tu me poses cette question parce qu'il n'y a pas longtemps, donc je crois qu'il y avait une cagnotte de 280. 143 millions, je sais pas combien, ouais, un Voilà, truc voilà. énorme, un truc énorme. Et je me suis dit, si demain ça m'arrive, ce qui n'est pas possible parce que je ne jamais, mais voilà, je me suis commencé à me mettre dans cette idée-là. Et au début, j'ai commencé, bon, alors forcément, t'es là, tu te dis, bah, je vais donner l'argent à tous les gens que j'aime, et puis je ferai, mais très vite, je me suis dit, non, mais demain, t'as cet argent-là, ben, je pense que honnêtement, bah, je me servirai de ça pour voyager et puis pour aller ben, aider les gens dans le besoin. Je pense que c'est ça, même nous, qui nous rend heureux.
il y a une cause qui me touche beaucoup parce que avec Hubert, donc ça a été le sujet de notre film, sont aussi les enfants malades. Et voilà, faire en sorte qu'il y ait des soins, qu'on puisse réaliser leurs rêves et d'être au contact, et même des enfants dans les orphelinats. Honnêtement, je pense que c'est quelque chose, tu vois, je suis pas maman, j'ai 40 ans, j'aurais aimé avoir des enfants. C'est peut-être pas ma destinée, mais je me dis peut-être que si j'avais ces moyens-là, je ferais en sorte d'être la maman de C'est plein pas, d'enfants dans le monde et tu, délégatés. tu peux toujours en avoir des enfants, non? Oui, mais bon, tu vois, tu te rapproches d'un âge où, bon, quand t'es pas célibataire et que t'as pas d'enfant et que t'as 40 ans, tu commences à te dire que c'est possible. Tu te dis, bon, là, la conjonction de facteurs, elle commence à être. Donc voilà, je prépare à cette possibilité aussi. D'accord. J'ai vu c'était une actrice ou un mannequin qui a eu un enfant tardivement, là, Oui, 44 ans ou je sais pas combien. Ouais, je crois, c'est ça. Ouais. Ah oui, ouais, d'accord. Oui, façon, ça, c'est ton parcours de vie, tu l'appréhendes. Là, pour l'instant, tu es sur ton projet voilà, d'aventure, d'aller à la conquête et à la recherche de toi-même. Donc, c'est très bien. Et en plus, tu vas nous en faire partager tout ça. Donc, c'est top. Et ben, oui, écoute, j'entends bien ce projet. C'est un beau projet. Et puis, effectivement, on reste dans quelque chose qui est de l'ordre de l'éducation, de la transmission. Donc, ça me va bien puisque ici, je suis particulièrement attaché à ces valeurs-là on apprend, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Ce qui est bien, c'est que voilà, comme ça, on est toujours positif. La dernière question, écoute, c'est le passage de relais, tout simplement. Moi, je suis vraiment à l'exploration, à la conquête des rencontres avec plein de monde très différents. Tu sais que tu es la première mannequin réalisatrice qui vient ici, donc voilà. oui. Très content de t'avoir eu parce que je trouve que c'est des richesses incroyables les parcours de chacune que vous êtes. Et donc, bah écoute, moi ce que j'aurais envie de te demander, c'est est-ce que tu aurais envie de passer le relais, le flambeau, et tu verrais bien quelqu'un passer derrière le micro pour ce podcast? Écoute, si tu arrives à interviewer Natacha Calestrémé, je trouve que c'est formidable, qui a participé à mon évolution beaucoup. Je vais la remonter, je vais essayer de la contacter, ouais, bien sûr. Et ses livres, ses protocoles, etc. Même moi, après, hein, j'ai aidé beaucoup d'amis autour de moi grâce à ça. D'accord. C'est fou comme parfois, juste, ça peut paraître très ésotérique, mais maintenant la science commence à montrer que les énergies réelles, que, voilà, le fait de faire ce genre de protocole, ça peut beaucoup, beaucoup aider les gens. Et je pense que ce serait un superbe partage que de là-bas. Eh Moi, ben, je l'appuie génial. sur moi quand je dis ça, et que il y a une validation. Mais oui, oui, cette femme, je trouve assez extraordinaire et elle a un parcours très, très, très intéressant aussi. Ok. Enfin, Eh ben, aussi, écoute. je me suis mis dans le lot. Mais en deux, c'est pas ce que je voulais dire, mais en tout cas, voilà, un parcours de femme, c'est inspirant et mériterait d'être. Challenge relevé. Voilà, je vais me mettre en chasse. Je vais essayer de la contacter. Bon, écoute, moi j'ai pas même pas peur, pas de souci. Un beau Voilà, hein. on va faire ça. Bah merci Gaël pour tout ça. Il me reste plus qu'à te souhaiter dans le cinéma tout ça. On dit pas bonne chance. Donc pas besoin. En tout cas, merci vraiment d'être venu, d'avoir partagé ces moments, ton parcours, ton histoire avec nous. C'était vraiment très intéressant. En tout cas, j'ai adoré. Et C'est puis parce que peut-être c'est des sujets qui font rêver les gens et qui sont un peu côté glamour. Ce qui moi ce que je trouve superbe, c'est que tu voilà, t'es en pleine construction, ascension. Et moi j'ai hâte de voir tes œuvres, tes réalisations, même tes scénarios, voilà, sortir. Donc continue sur ce chemin-là. C'était un grand plaisir. Donc Gaël Fazerana, merci. Je dis à à toi. bientôt sur les réseaux en général. Donc nous, on va te suivre. Je sais pas si tu as peut-être un site web ou quelque chose, mais je mettrai au moins ton profil Instagram peut-être Oui, sur les notes de l'affiche là, du podcast. Et puis comme ça, j'encourage tout le monde à s'abonner et à suivre les aventures de Gaël. merci beaucoup pour ce moment. Merci Gaël. Ciao, ciao. À bientôt. Bye bye. Hop C'est là. déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là.
Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.